Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Paulsen, présentent Capitaine de Bonaparte, les aventures de Gilles Belmont, de Fabien Clos, interprété par Hervé Lavigne. Prologue. Pointe-Picolet, 16 Fructidor an 9, jeudi 3 septembre 1801. La mer des Antilles contrastait avec la végétation luxuriante qui bordait la côte nord de la perle des colonies françaises. En arrière-plan, les reliefs montagneux qui atteignaient par endroits plus de 1000 mètres d'altitude étaient coiffés de nuages d'une blancheur éclatante. Porte d'entrée de l'île pour les premiers colons espagnols, la baie dans laquelle était érigée la ville de Cap-Français jouissait des moyens militaires nécessaires à sa position stratégique. Le fort Picolet, au pied de la pointe éponyme, en contrôlait l'accès, aidé dans sa tâche par une myriade de fortifications telles que le fort Mani, le fort aux Dames, le fort Bellay, mais aussi par le récif naturel de Grands Moutons, dont la splendeur des eaux cristallines n'enlevait rien à leur dangerosité. Trônant à une cinquantaine de pieds au-dessus des flots, le fortin se composait de 2 batteries superposées, recevant chacune une demi-douzaine de canons de 18 et 24 livres, de 2 bâtisses en pierre qui hébergeaient la centaine d'artilleurs requis, d'un magasin ainsi que d'un mât de pavillon. Un chemin de ronde et une muraille bordant la côte assuraient sa défense et son approvisionnement. En contrebas, depuis une grossière jetée taillée à même la roche, un colonel noir de la garde nationale du gouverneur observait, lunettes vissées à l'œil, une embarcation venir à lui. Une puissante frégate portant 44 canons qu'appayait à une paire de 1000 $. Sa coque, comme ses sabords, était entièrement peint en noir. À la vue du pavillon bleu à croix jaune du royaume de Suède, un rictus d'approbation se dessina sur les lèvres de l'officier. Une vague capricieuse vint lécher le quai et, soucieux de ne point mouiller ses bottes ni son pantalon, il recula de quelques pas. Quand le visiteur eut sauté du canot, le militaire ôta son bicorne à plumes rouges. « Bonjour, capitaine Davis. Je vois que vous avez traversé avec célérité. Au nom du capitaine général de Saint-Domingue, je vous souhaite de nouveau la bienvenue parmi nous. » Vêtu d'un pantalon de toile et d'une simple chemise, sabre en bandoulière, un catogan blanc nouant ses cheveux blonds, le jeune homme tendit une main ferme. « Colonel Ambroise, au nom de mon souverain Georges III, je vous adresse les vœux d'amitié du royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande. » Il tira un pli cacheté du revers de sa poche, tout en jetant un coup d'œil professionnel aux positions des batteries côtières. Ce message est à l'attention du général Louverture. L'homme s'empara de l'enveloppe et la glissa soigneusement à l'intérieur de sa veste. « Avez-vous connaissance du contenu de cette missive, capitaine ?» questionna-t-il d'un ton affable. Richard Davis hocha positivement la tête. « Alors je peux déjà vous donner la réponse du général Louverture, capitaine. Saint-Domingue ne souhaite aucunement être associé à cette entreprise. » « Et officieusement, monsieur, » reprit l'Anglais le plus naturellement du monde. « Au diable cette république qui nous a servi. Vous aurez ce que vous souhaitez. On raconte que la paix est proche. Nul ne fait plus mystère des discussions engagées entre Henry Addington et Joseph Bonaparte, colonel. C'est une simple question de temps, » répondit l'Anglais sans enthousiasme. Dommage. Mais connaissant le premier consul, cela ne saurait durer. Ils se serrèrent la main et le visiteur héla d'une voix puissante le canot qui bouchonnait non loin, rame haute. Fait étrange, l'équipage de la chaloupe, à l'exception de son jeune patron, était exclusivement constitué d'hommes noirs. Quand l'esquif longea la digue à frôler le ressac, Davis s'élança avec vigueur et atterrit dans la chambre. Il prit place sur le banc de poupe et dit au garçon vêtu en civil, qui se tenait debout à ses côtés,
Jolie manœuvre, monsieur Stanton. Le Britannique observa un instant son interlocuteur gravir les marches qui conduisaient au fortin. Ces indépendantistes étaient décidément faciles à berner. Il reporta son attention sur la frégate. À l'agitation qui régnait dans les hauts et sur les gaillards, le retour du commandant semait visiblement l'effervescence. Un sentiment de malaise s'empara de lui. Cette mission ne violait-elle pas outrageusement les lois immuables de la guerre? Qu'auraient pensé son père, son oncle et, d'une façon générale, ses aïeux de la sombre tâche qui l'attendait? Les mots du chef de l'intelligence service résonnaient encore à ses oreilles. Naturellement, en cas d'échec, nous nierons toute participation de la couronne. Il réalisa que l'embarcation avait croché dans l'échelle et il s'élança le long de la muraille de bois. Plus tôt il gagnerait Antigua, plus tôt il serait à l'ouvrage. Avec de la chance, il serait de retour au Pays de Galles au début de l'année 1802. Le capitaine déchu de la Royal Navy aurait alors tout le temps pour s'arranger ou non avec sa conscience.